Donc là, on présente l'activité sur les nombres. L'idée, comme toujours, c'est de pas forcément se précipiter sur ce qu'on veut qu'ils apprennent, qu'ils retiennent, tout ça. Mais c'est avant tout qu'ils manipulent, qu'ils se posent des questions, et c'est clairement l'activité qui peut partir le plus loin de l'objectif. Qui peut partir très très loin dans plein de directions différentes. On a des diversions assez importantes qui peuvent partir sur plein de choses, parfois même loin des nombres, mais qui sont très intéressantes, et du coup on y va quand même quand c'est intéressant. Faut être très très ouvert quoi. Enfin disons que vous faites ce que vous voulez, mais enfin si vous n'êtes pas ouvert c'est dommage puisque vous allez avoir plein de choses intéressantes qui vont passer complètement à côté alors que ça serait intéressant. Sur les points généraux, donc en gros le matériel avec lequel on a fait le plus de choses et qui a le plus fait ses preuves disons, qu'on a le plus intéressé, qui nous a le plus intéressé et qui a été le plus plébiscité par les enseignants, c'est ça. Donc c'est des formes. Alors, des hexagones qui sont tous... Alors c'est ce qui s'appelle les soit atrimates, soit blocs géométriques. Et donc vous avez des hexagones... Il y a plusieurs marques différentes qui font en bois, en plastique, tout ce qu'on veut. Voilà. En bois, soyons clairs, les élèves vont avoir beaucoup plus envie de faire ça parce que les pièces sont plus épaisses. Donc c'est un inconvénient. Après, objectivement, c'est plus joli et plus agréable à manipuler. Mais bon, voilà. En plastique, ça y incite un peu moins. Et donc vous avez des hexagones tous jaunes, des hexagones réguliers tous jaunes, des trapèzes comme ça tous rouges, des losanges tous bleus et des triangles équilatéraux tous verts. Donc voilà, que des formes qui sont complètement identiques. Et donc, en gros, on commence par leur dire de faire ce qu'ils veulent. La première séance, de toute façon... Alors, le gros avantage de ce matériel-là, c'est qu'ils ont de toute évidence un très grand plaisir à manipuler. Ils sont super contents d'avoir ça. Autant sur certaines activités, des fois, il faut tout le temps être un peu avec eux, des fois pour les accompagner. Autant là, ils s'ennuient jamais, quoi. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas dans la consigne, ils font des choses qui les intéressent. Et puis après, nous, quand on arrive, même s'ils ne sont pas dans la consigne, on trouve toujours un peu des choses à leur dire pour les ramener à faire compter quelque chose ou à revenir un peu sur ce qu'on veut. C'est ça. On tombe facilement sur nos pattes avec ça. Ou sur autre chose, mais en tout cas, il y a toujours des choses intéressantes. Et ce qui est certain, c'est que voilà, ils font toujours quelque chose ou presque. Même si parfois c'est la maison de Frankenstein, mais ça c'est moins intéressant, mais bon. Donc la première séquence, de toute façon, vu qu'ils ont beaucoup envie de manipuler, que c'est complètement addictif même pour vous, ça donne envie de faire des choses. Donc c'est vraiment bien de leur mettre le matériel en vrac et de leur dire allez-y, faites un peu ce que vous voulez. Éventuellement la seule première contrainte qu'on peut donner, c'est de faire en sorte que ce soit pas... C'est-à-dire que dans les premières choses qu'on a très souvent, vous allez avoir des choses comme ça, qui sont censées être... je le fais très mal, hein, ils font beaucoup mieux que moi. Des bons hommes, des choses comme ça. C'est évident. Hein, genre, si, regarde, comme ça. Voilà. Ça, on a déjà dû l'avoir. Des hamburgers comme ça. Des hamburgers, des bons hommes comme ça, on a aussi beaucoup, oui. Hein, il est pas si mal. Et donc ça, on peut juste rapidement leur dire que ce qui nous intéresserait, c'est des formes qui soient collées les unes aux autres et pas superposées les unes aux autres. Donc quelque chose de plus de cet ordre-là. On veut que ce soit collé, on veut que les formes soient collées. La plupart des enfants acceptent assez rapidement cette contrainte, hein. C'est pas trop dur de l'exiger. Vous allez avoir toujours des gamins qui vont faire des clôtures, qui vont faire voilà, des enclos, des châteaux, des machins. Mais enfin, la plupart du temps, quand même, ils acceptent assez rapidement de faire des dessins. Parce que ça laisse quand même le choix de faire, enfin, ça laisse quand même encore la place de faire vraiment beaucoup de choses. On peut le faire sans réfléchir à rien, et puis bien voir où ça nous mène. Ou on peut se poser des questions, évidemment, c'est ça qui va plus nous intéresser. Dans les premières choses qui peuvent faire qu'on accroche, il y a par exemple ça, le sandwich là. Ça c'est très intéressant le sandwich, ça démarre très bien parce qu'on dit ah tiens regarde c'est rigolo, t'as donc fait une tranche du sandwich rouge. Donc ça veut dire que avec tes deux formes rouges là on voit que c'est une matériel qui a beaucoup vécu et que donc ça c'est pas le... On va mettre ça, c'est mieux quand même, c'est le même moteur. Avec les deux formes rouges, là, on a fait la même chose qu'une forme jaune. On a le droit de dire trapèze et hexagone, hein, mais généralement ils ne retiennent pas. Est-ce qu'on pourrait faire une autre tranche au hamburger? Est-ce qu'on pourrait faire une autre tranche de plus d'une autre couleur? Par exemple, est-ce qu'on pourrait faire une tranche bleue, une tranche verte, ou des tranches qui mélangent les couleurs? Cette question-là, on peut y arriver aussi avec des enfants qui font ce genre de choses. Parce que ça arrive très régulièrement, très facilement que « Ah tiens, regarde ici, t'as fait la même forme que ça,
mais en bleu, ou en rouge, tout ça, parce que c'était dans le dessin. Alors ils sont souvent un peu énervés qu'on casse leur dessin, mais si c'est pour leur dire que c'est bien, ils sont contents quand même. Et donc voilà, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça autrement ? Ou, ah tiens, t'as mis ces deux-là ensemble, et regarde, ça fait la même forme que ça. Donc avec 2 petits triangles, on peut faire cette forme-là. Et puis bah tiens, ça, il faudrait combien de petits triangles pour le faire ? Et ça, il faudrait faire combien de petits triangles pour le faire ? Et de cette façon-là, en prenant le temps, très clairement, il faut prendre le temps, il faut accepter de prendre le temps pour démarrer celui-là. On arrive très naturellement au fait que toutes les formes peuvent être décomposées en petits triangles comme ça, et donc on en arrive à plein d'activités qui permettent de compter. J'ai oublié de préciser que dans ces boîtes-là, quand vous les achetez, si jamais elles sont neuves, il y a 2 autres types de formes qu'il faut éliminer avant de lancer les activités. Il y a les carrés. Ça, il y a 2 écoles. Moi, je les élimine pas. Mais... Ou on ne les élimine pas. On n'est pas obligé de les éliminer. Disons qu'il faut avoir conscience qu'il y a 2 autres formes qui ne se mélangent pas bien puisqu'elles ne se décomposent pas en triangles équilatéraux. Il y a le carré comme ça, les carrés orange. Et puis il y a des losanges qu'on n'a pas ici qui sont plus fins et qui sont beige ou blancs sur les marques. Mais alors, si on les met pas dès le début, il y a quand même moyen de les introduire après en cours de route. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu que toutes les formes qui sont là, on peut les décomposer en petits triangles. On met un carré, on demande est-ce qu'on peut les décomposer en petits triangles. Assez rapidement, ils répondent non. Mais le fait de les faire argumenter, c'est-à-dire leur dire ok, non, mais pourquoi ? Essayer de leur faire trouver des mots qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'un carré ne peut pas se décomposer en petits triangles. Alors on peut avoir des idées d'angles qui vont apparaître, c'est-à-dire qu'on met un premier triangle et puis on voit bien qu'après il y a un écart, si on prend un petit carré. Alors on va en mettre un comme ça, et puis si on le met comme ça, on voit bien qu'ici, là, il n'y a pas moyen d'en faire tenir un autre. Donc voilà, on peut essayer de trouver des mots. Ça ne va pas forcément être une démonstration parfaitement rigoureuse, mais rien qu'avec ça, le fait vraiment de faire l'effort de verbaliser et de faire une sorte de démonstration à l'oral, eh bien ça aide aussi à comprendre des choses. Complètement. De toute façon, l'expérience montre que comme ils ont envie de superposer les formes, généralement le tri, ils le font souvent tout seuls en fait. Si vous mettez les carrés et les losanges plus fins, soit, alors le risque, disons, quand je disais il faut les enlever, enfin, effectivement on fait ce qu'on veut, mais le risque, bon déjà les couleurs vont pas bien ensemble, le risque surtout c'est qu'ils fassent que des dessins et qu'ils en restent à du dessin. C'est-à-dire que du coup ça donne pas envie de faire des choses, voilà, on va avoir envie, ah bah non là ça rentre pas, alors est-ce que je peux mettre autre chose, et puis voilà, et tout ça. Ce qui peut être intéressant en soi, mais qui va peut-être aller un peu moins loin. Mais ça peut apporter d'autres choses, mais c'est vrai que souvent, moi, le constat, c'est que du coup, ils ont resté à faire des dessins, des fleurs, des rosaces, des machins, et que ça perdait un peu de son intérêt. Enfin, j'ai pas réussi, en tout cas, à trouver de trucs pour les relancer. Après, ouais. Alors, ça dépend après sur quoi on part, mais des choses qui vont bien faire avec, par exemple, les carrés comme les triangles, comme les losanges, c'est faire des agrandissements de forme. Complètement. Là, alors ça, je suis d'accord que ça fonctionne bien, et ça, dans ce cas-là, je leur en donne. Un grand carré avec des petits carrés, un grand triangle avec des petits triangles, un grand losange avec des petits losanges, et puis compter combien il en faut. Ouais. Avec des petits triangles... C'est possible de faire un grand triangle avec 4 petits triangles, mais est-ce que c'est possible de le faire aussi avec 5 ? Alors avec 5, ils vont rapidement se rendre compte que ça ne marche pas, on ne peut pas rajouter le 5e, ça ne va pas faire un triangle, et puis on va en rajouter, et puis on va se rendre compte qu'en rajoutant un certain nombre de triangles, hop, merci, là on va y arriver avec 9, donc 4 c'est possible, 9 c'est possible, et on peut trouver les nombres pour lesquels c'est possible et les nombres pour lesquels c'est pas possible. Donc voilà, là on voit souvent des grands triangles qui apparaissent, et puis arrive un moment où ils vont être à court de triangles sur la table, et donc là ils peuvent réutiliser ce qu'ils ont vu avant, c'est-à-dire dire ok j'ai pas assez de triangles pour aller à la suite, mais là je mets des losanges, et je sais qu'un losange ça compte pour 2. Donc là je vais mettre un losange, je vais mettre un autre losange, je vais mettre un autre losange, et donc là combien j'ai de triangles ? Eh bien, si je compte chaque losange pour 2, je vais voir que j'en ai 16. Mais voilà, donc ça permet de donc faire en ces comptant, conversions. alors faut faire attention parce que généralement, ça c'est le scénario quand ça se passe comme on l'attend. Globalement, ok, on est content, ils ont compris que ça comptait pour 2 triangles et donc ils vont compter de 2 en 2 et ça, tout de suite on voit que ça peut avoir un intérêt pour les petits, pour les CP, mais il y a des fois où ils savent pas, quand on leur demande, faut pas trop leur forcer, là qu'il faut pas trop leur forcer la main. C'est là qu'il faut être vraiment très prudent. C'est-à-dire que nous on a tellement envie qu'ils se rendent compte que ça c'est 2 triangles et puis pour nous c'est tellement évident qu'on a tendance un peu à forcer la main, et quand on leur demande de compter combien il y a de triangles ici, si on pose la question un peu vite, ils peuvent ne pas comprendre ce qu'on leur demande de compter, et puis ils vont compter le nombre de formes utilisées par exemple. Ça ils vont compter pour 1 et pas pour 2. Ou alors ils vont compter 1, 2, 3, 4, parce que généralement en plus ils ont fait le tri avant, et donc du coup, là il y a 4 sommets. C'est quand même des choses qu'on a régulièrement, il faut être vraiment extrêmement prudent. Oui, parce que ce code, faut le rappeler que c'est un code complètement arbitraire. Il n'est pas complètement arbitraire, on compte le nombre de triangles. Oui, on compte le nombre de triangles.
de base. Mais justement, faut pas on faire aurait en pu sorte... prendre autre chose, quoi. Ouais, mais donc faut bien que la question soit claire de il faudrait combien de triangles pour le faire. Et effectivement, du moment qu'ils ont compris la question, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on voit que ça fonctionne très bien. Mais quand on en voit qui sont buggés et qui commencent à compter les sommets au lieu de... Il faut vraiment faire super gaffe, faire machine arrière, les remettre sur des autres activités, et puis revenir petit à petit en prenant vraiment le temps. C'est ça vraiment qui fait qu'il faut bien au moins 2 séances pour vraiment commencer à faire ce genre de choses, quoi, je pense. Enfin, ça dépend du niveau. CE1, ça peut aller plus vite, mais... c'est de leur rappeler régulièrement qu'est-ce que l'on compte, quoi. Ouais. Ne jamais enlever ça des questions. Mais là, effectivement, sinon, il faudrait combien de triangles pour le faire en plus grand? Bon, bah voilà, si on n'en a plus assez, effectivement, on peut remplacer ça par ça et dire que ça, directement, c'est 6 triangles, etc. Puis en plus, ça va plus vite. Oui. Ça, quand même, c'est important. Dans le même ordre d'idées, il faudrait combien de triangles pour le faire? Ça, on a comme autre motivation, parce qu'en fait, juste l'idée, c'est de trouver des motivations pour qu'ils aient envie de compter. Et du coup, une fois qu'ils ont envie de compter et qu'ils ont compris que ça c'était 3 triangles, et 2 triangles, et 6 triangles, ils vont compter de 2 en 2, de 3 en 3, de 6 en 6, ils vont faire du surcomptage, ils vont faire toutes les choses qu'on espère qu'ils fassent, qu'ils feront en fin de CP, en CE1, de façon un peu fluide. Et donc dans les motivations, il peut y avoir tout bêtement de les avoir, et ça c'est très dur, de les laisser faire un dessin qui n'a absolument rien à voir. Ils font un super dessin, là encore c'est pas très grand, et ils en rajoutent, et ils en rajoutent, et ils en rajoutent. Motivation évidente d'un gamin de 6 ans, j'ai fait un dessin grand comme ça, mon voisin sur la table à côté a fait un dessin grand comme ça, il prétend que son dessin est plus grand que le mien. Et c'est un scandale, c'est moi qui ai fait le dessin le plus grand. Et ben, on peut avoir l'impression qu'ils ont perdu une demi-heure à faire un dessin stupide, etc. Et qui font des chamailleries, mais on peut rebondir là-dessus et se servir de ça pour justement leur dire, comment on pourrait savoir lequel est le dessin le plus grand? Quel argument? Vas-y, argumente, trouve une solution, et qu'effectivement ils en reviennent du coup à dire bon bah ça c'est 6 petits triangles, etc., et commencer à compter de 6 en 6 et de 3 en 3, etc., etc. Et comme ça ils ont vraiment un argument, une façon de savoir effectivement quel est le dessin le plus grand. Ouais. Donc tous les prétextes sont bons. Bon. Sur les dessins un peu au début qui étaient un peu complexes, on les faisait aussi remarquer des fois, est-ce que, alors c'est pour les plus grands, mais est-ce qu'il y avait des axes de symétrie, etc. Est-ce qu'ils étaient parfaitement symétriques, leur forme? Et souvent ça donnait des choses vraiment... vraiment très naturellement, ils font des choses très symétriques. C'est intéressant de le souligner. C'est très clair, c'est que on a mis une photo dans le texte, dans les fiches là, d'un qui avait fait quelque chose de particulièrement grand et parfaitement symétrique à l'orientation de ça près, c'était vraiment très précis ce qu'il avait fait, c'est-à-dire que ça, s'il l'avait fait comme ça d'un côté, il le faisait bien comme il fallait de l'autre. C'est très net que ça, on aurait pu le mettre comme ça et que ça change finalement pas grand chose, mais ça serait plus symétrique comme ça, et il s'était jamais trompé, il avait vraiment fait quelque chose de parfaitement symétrique. Il y en a plein qui le font, ça, enfin plein, il y en a pas mal qui le font. Et là, c'est là qu'on disait, il faut être ouvert à, on parle pas de nombre, mais tant pis. Ouais. Enfin, qu'un gamin qui a fait ça, on Ce lui qui dit arrive quand même souvent, c'est que des fois ils partent sur une base symétrique, et puis après, au bout d'un moment, parce qu'ils sont à court de pièces ou quoi que ce soit, ça part un petit peu n'importe comment tout autour, donc justement, essayer de les faire revenir à ça et leur faire sentir ah, c'était joli ce que tu faisais au début, il y avait une sorte d'élégance dans la forme que tu faisais, et puis finalement, là, tu vois bien qu'autour, ça marche moins bien, donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'équilibrer la forme, et puis voilà, quels sont les... Et puis on peut revenir encore au nombre, parce qu'effectivement, on a des symétries un peu de... Voilà, quand on a un hexagone, d'une certaine manière, on va avoir les mêmes motifs qui vont être de chaque côté de l'hexagone. Et donc, si on compte juste une partie ici, on sait qu'on a la même ici, la même là, la même là, la même là. Et donc, ça permet aussi de partir un peu sur des choses de calcul mental. De compter de façon beaucoup plus rapide. Voilà, comment est-ce qu'on est efficace dans le comptage. Ça, c'est des choses effectivement qui apparaissent assez souvent. C'est-à-dire comment on a une figure, même ce genre de figure-là, toutes les figures qu'on peut faire, comment est-ce qu'on les compte? C'est-à-dire que même si on a compris la règle de on compte les petits triangles ou on compte le nombre de pièces, ou peu importe ce qu'on compte, il peut y avoir plusieurs façons de s'y prendre. Quand on fait un triangle comme ça, ça c'est pas si facile que ça à compter. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se tromper du premier coup. C'est-à-dire qu'ils vont compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis après ils vont partir 7, 8, 9, ils savent plus s'ils ont compté celui-là ou celui-là. C'est-à-dire quelle méthode on utilise pour les compter bien dans l'ordre. Oui, le fait qu'il y en ait un à l'endroit, un à l'envers, à chaque fois par exemple, ça complique clairement. Ça complique les choses. Et alors, quand on a des motifs plus compliqués avec différentes formes, ça vraiment, avoir une méthode et pouvoir dire, bon, j'ai trouvé 17 formes par exemple, et puis je suis sûr et certain que j'en ai pas oublié,
c'est quelque chose, être capable d'argumenter là-dessus, c'est quelque chose, et puis souvent ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une forme, il y en a un qui va trouver 16, l'autre 97, alors c'est l'un ou c'est l'autre, comment est-ce que vous faites? Et alors compte-les devant moi, et surtout à la fin, je veux que tu m'expliques pourquoi est-ce que la façon dont tu l'as compté, tu es sûr de ne pas en avoir oublié, ou tu es sûr de ne pas en avoir compté en double, parce que soit on en oublie, soit on en compte en double, et donc ça c'est aussi intéressant. Soit les deux, voilà, et des fois on tombe sur le bon résultat en en ayant oublié un et compté un en double. C'est ça. Donc oui. Alors on n'a pas dit, mais dans les problèmes qui peuvent être intéressants du coup pour les occuper pendant un moment et sur lesquels on peut beaucoup rebondir après, il y a par exemple, c'est le premier exemple que je donnais, faire cette forme-là, tout en rouge, tout en bleu, ou en mélangeant, ou tout en vert, et puis éventuellement en mélangeant différentes formes. Et ça donne des choses intéressantes puisque... Donc refaire l'hexagone. Donc refaire l'hexagone et essayer de trouver toutes les façons de faire différentes de faire l'hexagone. Alors j'en fais un certain nombre comme ça rapidement. Alors ça c'est un problème beaucoup plus de logique, de géométrie, de je sais pas comment. Mais d'une certaine manière, il y a derrière la décomposition du nombre, puisque là on est en train de faire en gros 6 de plein de façons différentes. Ça pour faire pour les plus petits la maison du nombre. Je m'adresse à des enseignants, vous savez ce que c'est. Là, on peut juste, à côté de ça, alors on peut le faire par exemple on prend une feuille, on décalque tout ça, toutes les formes qui ont été utilisées, et puis ça, on sait que c'est 3 petits triangles, donc on écrit 3, ça on sait que c'est un petit triangle, on écrit 1, 1, 1, et donc là, on peut écrire quelque chose d'extraordinaire, on peut écrire que 3 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6, on sait que c'est 6, parce que ça, on a fini par identifier que c'était 6 petits triangles. Donc on peut aller un peu vite, ça c'est 3 plus 2 plus 1, ça fait aussi 6, ça c'est 3 plus 3, ça fait aussi 6, etc. Ça permet de faire d'une certaine manière voilà, la maison du nombre de façon un peu naturelle. Et puis ça fait un problème de logique par ailleurs qui est comment on fait pour trouver toutes les solutions et s'assurer qu'on les a toutes, qui est un problème loin d'être évident. Et ça pose des questions assez intéressantes parce que des fois il y a des enfants qui ont tendance à regarder les pièces, c'est-à-dire que par exemple là il y a celui qui est formé avec les 6 verts, celui qui est formé avec les 3 bleus. Mais si par exemple on fait, je pense qu'on a le même exemple en tête. On a la même idée. Voilà, alors si on fait celui-ci ou celui-ci, bah dans les deux cas, il y a 2 bleus et 2 verts. Et alors là, est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est pas le même? Visiblement, on n'a pas envie de dire que c'est le même. Mais donc voilà, on peut avoir exactement les mêmes pièces et pourtant c'est pas la même configuration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter, savoir si une façon de faire. Parce que là, quand on fait justement la maison des nombres et qu'on va faire une addition, on va écrire dans les deux cas 2 plus 2 plus 1 plus 1. Ou alors éventuellement on peut l'écrire dans un autre ordre. Mais voilà, ça revient un peu à faire la même addition. C'est les mêmes formes, mais ils ne sont pas disposés pareil. Et puis alors après, il y a le cas encore plus pervers. C'est là. Hop. Oui. Le premier coup. On est hyper connectés. Et là, ces deux-là, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes, oui ou non? Sachant que voilà, si on les tourne dans n'importe quel sens, on a l'impression de ne pas pouvoir les superposer directement. C'est-à-dire que là, ça dépend dans quel sens on regarde. C'est-à-dire que si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le rouge, eh bien ici on a rouge, vert, bleu, alors qu'ici on a rouge, bleu, vert. Voilà, oui, le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, ça tourne. En gros, il y a la notion de symétrie, encore une fois, et de savoir si on s'autorise ou pas d'appeler ça la même chose ou pas la même chose. Quand on cherche toutes les solutions possibles, on est loin des nombres là pour le coup, hein, mais est-ce que ces deux-là, on les appelle les mêmes ou pas les mêmes? C'est un problème qui est vraiment intéressant en soi. Donc si on reste dans le plan, on ne peut pas les superposer, mais par contre évidemment si on le prend et qu'on le retourne comme une crêpe, là du coup on retombe sur la même chose. Donc, retourner comme une crêpe, on peut dire, terme qui a un grand succès. Oui, c'est ça. Ça leur plaît, ça les fait marrer et ils comprennent. Pas que chez les Bretons, ouais, tout à fait. Donc dans les choses aussi intéressantes, il y a donc faire les mêmes formes en plus grand, hein, le losange en plus grand, et à chaque fois compter combien on a utilisé de formes, le trapèze en plus grand, ça ils ont beaucoup plus de mal et c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils ont du mal. Donc, c'est difficile, c'est bien. Et alors quand ils n'y arrivent pas, des fois ils ont du mal à s'y intéresser. Si c'est trop dur, oui c'est ça, ça peut être un trapèze, il y en a rapidement qui disent c'est pas possible et j'abandonne. Là, ça peut être rigolo des fois de leur montrer, c'est ce que je fais des fois, c'est-à-dire que je le fabrique, puis je leur montre pendant 3 secondes, je leur dis t'es méchant toi. Tu vois c'est possible, hop. Donc du coup ils peuvent plus me dire c'est pas possible, ils l'ont vu, mais du coup il faut quand même... T'es méchant, d'accord. Moi, je ne cautionne pas, moi je suis gentil. Non, parce que... Mais ceci dit quand même, voilà, justement faire des choses avec eux, c'est aussi intéressant des fois
quand il n'y a pas forcément... des fois, on arrive sur une table et il n'y a pas quelque chose à dire immédiatement, mais juste de se mettre avec eux, puis de construire aussi des choses à côté d'eux. Ils observent un peu ce qu'on fait, et c'est intéressant aussi des fois de faire avec eux, pas forcément être que dans une posture extérieure. Et alors, dans le genre, chose intéressante, on remarque que on arrive à faire un losange plus grand avec 4 losanges, avec 9 losanges, et puis après c'est avec 16 losanges, et puis les triangles, on se rend compte qu'on arrive à faire un triangle plus grand avec 4 triangles, avec 9 triangles, et puis l'étape d'après c'est avec 16 triangles, c'est exactement les mêmes nombres. Et ça peut amener le fait de « Ah, mais alors si j'arrive à faire avec 25 ici, est-ce que j'y arrive avec 25 ici? Est-ce que ça continue à être la même logique? Est-ce qu'avec les trapèzes, est-ce qu'avec 4 j'arrive à en faire ?» Parce que du coup on essaye avec 4 parce qu'on s'est rendu compte qu'avec 4 on y arrivait là et on y arrivait là. Et que donc du coup on a envie de faire la même chose. Il y a toujours cette volonté de... On est content quand c'est bien rangé, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui est très mathématique pour le coup. Et avec les trapèzes, il y a quelque chose d'intéressant qui peut apparaître, c'est qu'il est possible d'en faire avec des nombres qui ne sont pas dans la série des losanges. Par exemple, si je fais... non, ça va pas marcher comme ça. Si je fais ça, là j'en ai 7. Et 7, c'est pas, on peut pas faire avec 7 triangles un grand triangle ou avec 7 losanges un grand losange. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que la règle qui marche pour les autres figures, même avec les carrés, elle n'est pas valable pour le trapèze? Ou est-ce que c'est juste qu'on on a mal compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça? Qu'est-ce qui fait la spécificité du trapèze? Et en fait, bon, alors ça peut venir plus ou moins. Il y a certaines classes où juste ils disent bon, bah, du coup, le trapèze ça fonctionne pas pareil. Ou alors il y a l'idée que ce trapèze-là, en fait, d'une certaine manière, il y a plusieurs types de trapèzes, alors qu'il n'y a pas plusieurs types de triangles équilatéraux comme cela. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, tous les triangles qu'on fait ici, ils ont la même forme, mais juste en plus grand. Alors que ça, eh bien, c'est pas exactement la même chose que ça, mais en plus grand. Et ça, on peut le voir assez simplement en disant que, par exemple, là, ici, la base, elle est 2 fois plus haute. Cette longueur-là, là, ici, c'est 2 fois plus grand. Si je mets 2 petits triangles comme ça. Alors que là, je peux en mettre qu'un seul, donc c'est 2 fois plus grand ici que là. Alors que là, c'est 3 fois plus grand, puisque là, j'ai... 2 fois et demi. Oui, 2 fois et demi. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai que 2, donc c'est 2 fois et demi. Et on peut construire donc différents types de losanges qui ont différents... De trapèzes, pardon, qui ont différents rapports. Différentes formes, en fait. Donc c'est pas exactement le même... C'est pas exactement le même... Et alors du coup, quand on se rend compte de ça, les enfants peuvent se dire, bah, du coup, on va se contenter des losanges pour lesquels... Des trapèzes. Non, des trapèzes, je vais y arriver. Des trapèzes pour lesquels la base du bas est le double de celle du haut. Et du coup, dans ce cas-là, on retombe bien sur la règle qu'on s'était donnée, donc on est content d'être arrivé à ça. On est content. Autre chose très intéressante, cette forme-là... Ah non... Cette forme-là, ça peut être vraiment très intéressant de faire comme pour l'hexagone, c'est-à-dire de chercher toutes les façons différentes de la faire. Par exemple, on arrive à la faire... Non, pas une pyramide, un triangle, s'il te plaît. Pardon. Par exemple, on arrive à la faire avec que des trapèzes. On peut la faire en mélangeant évidemment des trapèzes et des triangles. On peut la faire en mélangeant des losanges et des triangles. Et puis il y a quelque chose qu'on observe assez rapidement, et une question qu'on peut poser assez naturellement. Donc on peut la faire en utilisant uniquement des triangles, en utilisant uniquement des trapèzes. Et puis si on essaie de la faire avec que des losanges, la question est assez naturelle, hein, avec que des triangles, avec que des trapèzes, est-ce qu'on peut la faire avec que des losanges? Et on se rend compte que là, il y a un problème. Alors peut-être on s'y prend pas bien, on aurait essayé autrement, tout ça, et on n'y arrive pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, c'est que c'est une question naturelle que les enfants ont, sur laquelle les enfants ont envie de réfléchir, qui les motive, et la réponse est clairement que en fait, c'est impossible. Et il y a plusieurs arguments à leur portée qui permettent de prouver à leur niveau que c'est impossible. On peut se contenter d'une rigueur qui ne serait pas admise dans une revue à comité de lecture, mais clairement, il y a plusieurs arguments. Par exemple, il y a comme argument que si je veux faire, alors je vais le faire par-dessus pour qu'on voit ce qui se passe, il y a le mieux c'est de faire le dessin de ce triangle-là, et comme ça ils peuvent le faire par-dessus, ça les aide énormément. Le contour, ouais. Le contour. Donc par exemple, si je veux remplir cet endroit-là, avec un losange, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça, parce que cet angle-là, là, oui, il fonctionne pas, donc je suis obligé de faire comme ça. Oui. Et donc du coup, je suis obligé aussi de faire ça ici, et je suis obligé de faire ça ici aussi, et là je constate que je peux pas finir avec des losanges, donc c'est impossible. Ou alors, là, je peux refaire la même chose, et là je peux faire la même chose, je peux pas remplir autrement que comme ça, je peux pas remplir autrement que comme ça. Ah oui. Et là je suis coincé. Ou alors, j'ai une élève une fois qui m'avait dit aussi une chose que j'avais bien aimée, c'était, je voudrais déjà remplir tout le bord ici. Tout ce bord-là du triangle. Et là, elle avait fait cet argument-là, pareil, hein, mais du coup, elle avait juste fait ça, et dit, je vais remplir ce bord-là, là, j'y arriverai pas.
Ou alors, on peut dire ce qui serait plutôt ce que tout enseignant et tout matheux et tout pédagogue aimerait entendre. Ah, mais non, mais ça, c'est fait avec 9 petits triangles. Ça, c'est 2 triangles. Ça, c'est 4 triangles. Ça, c'est 6 triangles. Ça, c'est 8 triangles. Ça, c'est 10 triangles. De toute façon, avec des nombres pairs, de 2 en 2, j'atteindrai jamais 9, qui est un nombre impair. Mais ça, c'est pas du tout forcément le plus simple et le plus accessible et le plus pertinent d'ailleurs, parce que finalement, cet argument-là, il nous dit je ne peux pas y arriver avec que des losanges, mais il ne me dit pas pourquoi je peux pas y arriver avec 4 losanges et un triangle, par exemple. Ouais. Donc on est peut-être plus content parce qu'ils ont compris pair et impair, ils ont compris des choses, mais en même temps, on n'a pas tout expliqué et c'est pas forcément mieux comme argument. C'est différent, c'est intéressant, mais c'est pas. Et d'ailleurs, ça se remarque parce que si on fait l'étape suivante, du coup, on a 16 triangles. Donc Oui. 16 triangles, a priori, on pourrait penser qu'on va y arriver avec 8 losanges. Et donc l'argument de la parité pair-impair ne marche plus dans ce cas-là, alors que les autres arguments continuent de marcher. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment... Mais après, ça dit pas que c'est pas intéressant. Hein. C'est très quand il y a des élèves, ça arrive rarement, mais ça arrive. Quand il y a des élèves qui pensent tout seuls que, effectivement, en comptant de 2 en 2, bon, bah, c'est des élèves qui ont compris la parité à cet âge-là, c'est pas mal. En CP, c'est pas mal, quoi. Hein. On va pas s'en plaindre. Ouais, ça j'ai déjà vu en CP, j'ai déjà entendu en CP. Oui, pas souvent, mais j'ai déjà entendu en CP. Sur 1 heure en plus. Quand je l'ai fait au Palais des Découvertes avec des enfants, il y en a un... J'ai eu 2 séances où il y en a un qui me l'a trouvé. Et puis à Drancy, je l'ai déjà eu aussi, je crois. Enfin, je suis sûr. Donc voilà, et ce qui est intéressant d'ailleurs en plus, c'est quand on change par exemple cette forme-là, on peut se poser exactement la même question avec ça. Le losange comme ça. Avec quoi est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire avec des trapèzes? Et j'avais une chose comme ça intéressante, une fois c'était un gamin qui avait compris effectivement que le triangle de 9 triangles, je pouvais pas le faire avec des losanges parce que c'était de 2 en 2, et qui avait tout de suite dit « Ah bah oui, mais donc ça, je peux pas le faire parce que... c'était quoi son truc? Il était passé trop vite de l'un à l'autre, c'était... ça c'est 8... Ah oui c'est ça, donc ça je peux faire que les multiples de... non, c'est pas que les multiples de 3. Je peux faire que les... Enfin il était allé trop vite. Avec ça je peux faire que les multiples de... que les pairs. Ah oui c'est ça. Avec ça je peux faire que les nombres pairs. Et avec ça je peux faire que les nombres impairs. C'était ça sa conclusion. Il est allé beaucoup trop vite. Ouais. Et en même temps c'était intéressant. Il cherche une règle immédiatement. Il cherche... Bon elle est fausse mais il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Quoi. Parce qu'il y a des fois des impossibilités géométriques. Et alors, dans les questions intéressantes qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y a une forme que je peux faire à la fois tout en bleu et tout en rouge, des choses comme ça. Oui c'est pour ça que du coup il avait dit c'est pas possible pour ça. Ça c'est pair et ça fait que des impairs. Donc il avait très vite montré que bah non ça fait 6. Du coup ça peut amener la question de est-ce qu'il y a des formes qu'on peut faire à la fois tout en rouge et tout en bleu. Alors oui évidemment il y a celle-là entre autres tout ça, finalement c'est les multiples de 6, enfin on peut arriver à pas mal de choses intéressantes avec ce genre de questions. Ouais, une autre chose qui était arrivée aussi c'était quand on fait des agrandissements d'hexagones, c'est-à-dire que là on a fait un losange en plus grand, un triangle en plus grand, mais qu'est-ce qui se passe si on va faire des hexagones en plus grand? Alors là, on va vite se rendre compte que, en essayant que ça va pas être possible. Alors on peut obtenir des formes comme ça qui peuvent ressembler à des hexagones d'un peu loin, mais qui sont pas vraiment des hexagones parce qu'il y a les côtés. Alors ça, il y avait des enfants, c'était avec toi d'ailleurs Benjamin, qui avait appelé ça des zigzagones. C'était assez rigolo parce que des hexagones avec des côtés en zigzag. Et puis une fois, j'ai un enfant qui a fait, là, si on part de ça et qu'on rajoute des losanges. Eh bien, on obtient un hexagone, et puis finalement, 3 losanges comme ça, on sait que c'est un hexagone. Donc ça c'est un hexagone. Donc là, au total, dans cette figure-là, eh bien, on a 4 hexagones. Alors en fait, quand il est arrivé à ça, comment? Parce qu'au début, il avait fait ça. C'est-à-dire qu'il avait mis, il les avait mis les uns sur les autres, et en regardant de dessus, eh bien, on voit qu'on a un hexagone. Super. Donc, à la fois, c'était satisfaisant parce qu'on avait réussi à obtenir notre hexagone, et puis à la fois, bon, ça enfreignait la règle qui voulait qu'on les empile pas les uns sur les autres. Donc c'était pas tout à fait ce qu'il voulait. Et puis surtout, ça rentrait pas dans les nombres qu'on voulait, parce que là, on avait 6 hexagones pour composer ça, alors qu'avec les losanges, avec les triangles, avec les carrés, etc., on avait tendance à penser qu'il en fallait, on avait trouvé qu'il en fallait 4, puis 9, etc. Et donc on voulait voir si la même règle fonctionnait. Alors là, en faisant ça, eh bien, du coup, on a 1, 2, 3, et puis 4 hexagones, donc on a bien le 4, et puis après on peut faire le plus grand, et on peut trouver aussi le 9 de cette façon-là, et donc on constate comme ça, en découpant des morceaux d'hexagones, que en fait la règle, elle fonctionne aussi pour les hexagones, cette règle du 4, 9, 16, etc.
Et puis une autre chose qui s'était produite une fois, alors là pour le coup avec les losanges, donc là c'est encore une fois pour dire le genre de choses qui peut arriver et qui n'a rien à voir avec les noms, qui était assez amusante. Et d'ailleurs c'est un truc sur... Quand je l'ai vu, j'ai failli passer à côté parce que c'était donc une petite fille qui avait fait ça, on devait être en CE1 je crois, CE1. Et donc là elle a fait un hexagone et puis elle regarde ça un peu intriguée et elle me dit ah on dirait un carré. Alors là du coup j'étais un peu surpris parce qu'en fait on avait vu le vocabulaire donc, et puis elle me fait ouais un carré mais en plus gros. Et là je comprends pas trop et à vrai dire j'étais sur le point de lui dire non ça s'appelle pas un carré c'est un hexagone et puis là d'un seul coup j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est en fait si on le regarde, alors, je sais pas si on peut le voir mais en fait c'est comme un dessin en perspective de cube. Là avec la face du dessus et puis les deux faces du côté. Donc on voit comme un dessin en perspective de cube. Et donc voilà, ça, elle l'avait vu. Alors après, elle a pu l'expliquer à ses petits camarades de sa classe. Et puis après, on parlait de son groupe d'abord et puis après à toute sa classe. Et puis après, à partir de ça, on a pu partir sur des choses comme ça, par exemple. Et donc là, c'est comme si on avait deux cubes empilés l'un sur l'autre. Et puis après, on peut partir à des choses un peu plus complexes où on va avoir c'est magique. Une sorte de... Là, on a une sorte de L. Ah ouais. Très joli. On peut même rajouter, si on veut que le L il ait une branche un peu plus grande que l'autre, on peut rajouter comme ça. C'est magnifique. Donc voilà, donc il faisait des constructions comme ça en 3D. Enfin en 3D en perspective. Ouais. Donc là, on a vraiment un L. Et puis après, il y a d'autres enfants qui l'ont fait d'une autre manière. Alors je ne sais pas si on a des petits losanges blancs. Non, on n'a pas de losanges blancs. C'est dommage. Parce qu'il y avait une autre façon j'espérais, mais... Il y avait une autre façon de faire ce cube, c'était voilà, en prenant un orange, un bleu. Et donc si vous avez ce matériel, vous aurez aussi des petits losanges blancs qu'on a malheureusement pas ici. Et donc là, on rajoute un petit losange blanc là. On va peut-être le rajouter en effet spécial sur le... C'est ça. Eh bien, on voit aussi un cube en perspective, mais un cube voilà, où du coup, qui est vu en biais. Là, il est vu bien en face de la diagonale, où toutes les faces ont la même forme. Et là, il est un peu plus en perspective, un peu plus penché. Mais donc, il y a plusieurs façons d'obtenir des cubes en perspective. Et donc là, la séance où cette petite fille avait vu ça, et bien du coup, après... une bonne partie de la classe qui a été enthousiasmée par cette idée et qui est partie là-dessus. Donc voilà, pendant une séance, on a un peu moins fait des nombres, mais c'était quand même très amusant de réfléchir à ça. Et intéressant, on se pose des questions pas si faciles, quoi. Oui, voilà, c'est exactement. Et voilà, parce que là, je l'ai fait rapidement, mais pour réussir à faire ça et pour voir la vue en perspective, ça demande vraiment d'y réfléchir, et il y en a qui y arrivent, qui n'y arrivent pas. Puis est-ce que dès qu'on met des losanges bleus les uns à côté des autres, forcément on a un truc qui peut se voir comme une figure en 3D. Est-ce que ça c'est une figure en 3D ou pas? C'est pas évident. Peut-être pas. Donc voilà, c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut se donner des contraintes? Si, ça c'est un pavé ça. Si on le met comme ça, il y a des bleus plus ou moins. En fait, c'est 4 cubes les uns à côté des autres sur le même plan. Mais si on s'amuse à faire ça, ça va peut-être quand même faire mal au bout d'un moment. Ouais, alors ça ressemble plus à grand chose. Sauf si on le ferme comme ça. Ou là, du coup, oui, ça marche encore. Il y a moyen de faire un truc où ça ressemble à rien. Tu laisses la question ouverte. Je laisse la question ouverte, à vrai dire, je ne me rappelle plus la réponse. Très bonne remarque. C'est très bien de poser des questions où on n'a nous-mêmes pas la réponse. C'est beaucoup mieux. D'abord parce que ça nous amuse et en plus parce que comme ça on n'est pas incité à donner des réponses aux enfants, ce qui est quand même la tendance naturelle. C'est une super question. Ça, je vais garder ma tablette chez moi, j'y réfléchis ce soir. Quand les enfants même posent des questions auxquelles on n'a pas pensé à l'avance, au contraire, il faut les encourager, puis même on peut essayer de réfléchir avec eux, et au contraire, ils sont très contents de dire « Ah tiens, il n'a pas la réponse », et du coup, les enfants ils sont contents d'avoir eu une idée qu'on n'avait pas eue avant eux. Et donc, faut pas hésiter à y aller. Puis même si jamais on ne trouve pas de réponse, le simple fait d'avoir réfléchi, alors il faut juste... s'assurer qu'on ne va pas rester juste devant un problème pendant une heure sans vraiment rien trouver et sans chercher, mais du moment où on est content de chercher, il ne faut pas hésiter à y aller, même si à la fin il n'en sort pas forcément une solution, mais voilà, on a réfléchi. Peut-être on passe au petit carré, au truc, là, avec ces formes-là, globalement on n'a pas fait le tour parce que c'est interminable, mais on a dit l'essentiel. Ouais. Oui. Donc là je vais proposer une activité à laquelle je ne croyais absolument pas et qui en fait s'avère... régulièrement efficace, enfin qui marche, qui plaît à certains. Alors, l'idée c'est avec des petits carrés, et idéalement c'est encore mieux avec des petits cubes, parce que c'est quand même toujours mieux de faire les choses en volume. Mais voilà, généralement dans les classes de CE1, de CP, CE1 peut-être on manque un peu, mais grande section CP normalement on a. Si vous êtes en CE1, vous allez piquer ça aux collègues, ou vous avez ça dans votre classe.
Mais c'est encore mieux avec des cubes, parce qu'évidemment, on s'amuse là avec des choses qui sont en volume. Une des choses qui peut être intéressante avec des petits carrés comme ça, c'est par exemple, tiens, on peut remarquer qu'on fait un escalier. Il y a exactement à chaque fois un de plus. Ouais, on va prendre ça, parce que ça sera plus clair, voilà. Celui-là on va le jeter. Il y a un de plus à chaque fois pour passer, là, voilà. Et donc là, en prenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits carrés, là, donc de cubes, on arrive à faire un escalier bien droit, bien régulier. Alors que si je prends, par exemple, 4 petits carrés, et ben, je fais un escalier moche, c'est-à-dire je fais un escalier qui monte et qui redescend, ou je fais un escalier avec une marche trop haute, ou je fais pas du tout un escalier, enfin bon. Donc, quelles sont les quantités, quels sont les nombres avec lesquels on peut faire un escalier? Ça peut être une question qui en soi est intéressante. C'est pas très difficile en soi, hein. C'est juste que à chaque fois pour trouver le suivant, il faut aller un étage plus haut que la fois d'avant, donc on rajoute un de plus que la fois d'avant. Donc en fait, les nombres avec lesquels on peut faire des escaliers, c'est 1, puis 1 plus 2, puis 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. Mais ça, on peut laisser un enfant en autonomie tout seul, ça peut être une question qui l'intéresse, et il commence à faire la liste un petit peu, il cherche éventuellement, enfin un enfant ou un groupe d'enfants, hein, et il commence à chercher un petit peu comment on fait pour trouver ces nombres-là, pour les trouver de façon automatique, sans forcément avoir à recompter à chaque fois. Pour les enfants les plus jeunes qui ont du mal avec le surcomptage, c'est quelque chose où, naturellement, c'est quand même mieux de surcompter, hein, parce que si à chaque fois il faut qu'on recommence à zéro, alors que j'ai juste ajouté la dernière colonne, c'est assez pénible. Donc ça fait quelque chose qui n'est pas complètement inintéressant, et sur lesquels ils peuvent passer au moins une demi-séance, voire une séance entière, sans trop de problèmes. Dans les autres choses que ce genre de matériel peut permettre, il y a quelque chose, alors là vraiment je ne croyais pas moi-même à l'intérêt de cette activité avant de la proposer, et en fait il se trouve que les enfants pour beaucoup accrochent vraiment. Il y a les fameux immeubles. La question est, je donne un certain nombre de cubes, donc là c'est des carrés, mais c'est encore mieux avec des cubes, et on leur demande, est-ce qu'avec cette quantité, je vais dire de carrés ici, on est capable de faire des immeubles tous de la même taille. Alors, plusieurs immeubles, tous de la même taille, il faut bien insister. C'est des immeubles, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait au moins 2 étages, ça c'est des maisons, ça vaut pas. Et plusieurs immeubles, c'est-à-dire qu'évidemment si je fais un seul immeuble, je peux toujours avec n'importe quelle quantité de carrés faire un immeuble ou faire autant de maisons que je veux, ça c'est pas un problème. Ceci dit, il n'y a pas forcément besoin de le donner dans la règle dès le début, parce que s'ils font ça, oui, on peut rapidement leur dire que c'est pas intéressant de toute façon. Ils se rendent compte assez vite que c'est pas intéressant, c'est vrai. Voilà, mais bon, sinon on peut donner la règle du jeu dès le début. Et donc, voilà, par exemple, là j'en ai utilisé 6 et j'ai fait 3 immeubles de 2 étages. Voilà, là ça je peux faire 3 immeubles de 2 étages, ou je peux faire, 2 immeubles de 3 étages. Ça c'est intéressant de voir que si on peut faire l'un, on peut faire l'autre. Mine de rien, on est en train de commencer quelque chose qui s'appelle la commutativité, c'est pas si mal. Les élèves de CP peuvent comprendre très bien ça, éventuellement même de grande section. Et donc la question est, quels sont les nombres avec lesquels je peux faire quelque chose? Ceux avec lesquels je peux faire quelque chose, est-ce que je pourrais avoir la liste de tout ce que je peux faire avec? Donc par exemple, si je prends 3 petits carrés, et je peux rien faire. Si j'essaie de faire 2 immeubles, c'est nul. Si j'essaie de faire 3 immeubles, c'est pas des immeubles, c'est des maisons, donc ça fonctionne pas. Si j'essaye avec 4, oui, là je peux faire 2 immeubles de 2 étages. Si j'essaye avec 5, ça fonctionne pas, parce que si j'en fais 2, il y en a un qui est trop grand, si j'en fais 3, il y en a un qui est trop petit, ça fonctionnera pas. Donc ça, ils peuvent essayer, vraiment ça se manipule. Et très rapidement, ils peuvent par exemple comprendre que tous les nombres pairs à part 2, ça fonctionnera. Ils peuvent rapidement comprendre d'autres choses. Ils peuvent rapidement comprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que 2 étages de 6, je sais pas combien j'en ai mis, c'est la même chose que 6 étages de 2, donc 6 immeubles de 2. Donc on peut comme ça avoir un certain nombre de choses qui se passent qui sont intéressantes. Et puis mine de rien, on est en train de découvrir une notion qui a été découverte comme ça historiquement, qui est la notion des nombres premiers. En fait, les nombres avec lesquels on ne peut pas faire plusieurs immeubles tous de la même taille, c'est exactement ce qu'on appelle les nombres premiers, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas le résultat d'une multiplication. Alors évidemment, il n'est pas du tout question d'introduire la notion de nombre premier, de leur faire un cours sur les nombres premiers, etc. Mais n'empêche qu'ils vont les trouver tout seuls et ils vont comprendre tout seuls ce genre de choses. Il y a des nombres qu'on peut obtenir comme multiplication d'autres nombres et d'autres non. Et ceux-là, il se trouve qu'on les appelle les nombres premiers, vous pouvez toujours le dire au passage, hein, ça fait pas de mal d'entendre ce mot-là. Et historiquement, c'est exactement comme ça que ça a apparu. Et donc par exemple, comme type de séance, moi ça m'est déjà arrivé de faire 2 séances de suite sur ce sujet-là, où en fait, au tableau, on avait écrit 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30, quelque chose comme ça.
Et pour chacun des nombres, on voulait savoir tous les types de villes, en gros, qu'on pouvait faire avec ça. C'est-à-dire que par exemple, avec, je peux prendre l'exemple de 12, voilà, on est sur 12, oui c'est ça. 12, je peux faire 2 immeubles de 6, je peux bien évidemment faire 6 immeubles de 2, ça généralement ils le font plus parce que c'est bon, ils ont compris quoi, mais il se trouve que je peux aussi faire 3 immeubles de 4 et 4 immeubles de 3, donc il y a vraiment plusieurs solutions. Et puis 13, je peux rien faire, mais ça prend du temps de s'en rendre compte, il faut vraiment faire tous les tests. Généralement quand ils commencent à comprendre et qu'on leur parle de 9, ils pensent qu'on va rien pouvoir faire parce qu'ils ont compris que c'était les nombres pairs. Et puis 9, finalement en essayant, ils se rendent compte que ah si, c'est possible. Ah mais donc ça remet tout en cause, etc. Donc ça permet d'avancer et en gros ils peuvent s'y mettre toute la classe ensemble et collectivement on cherche à remplir les nombres par exemple de 1 à 30, suivant les niveaux, suivant leur motivation, suivant tout ça. Et ils regardent un nombre sur lequel on n'a pas encore la réponse, ils s'y mettent, ils cherchent, ils ont tous leur petit cube, leur petit carré, et ils cherchent à faire ça. C'est une activité qui peut vraiment fonctionner. Sinon aussi, puisqu'on en était à des choses de plus grand et à la multiplication, une chose qu'on n'a pas dite avec ces autres matériels-là, il y a une chose toute bête qu'on peut faire, c'était effectivement quel est mon dessin est plus grand que le tien, tout ça. Là. Les gens font un dessin comme ça, et puis ils demandent, puisqu'on on a le droit de raconter les belles histoires aussi, hein, qui est une vraie histoire, hein, qui est une enseignante qui a raconté ça. Elle leur a fait faire plein de dessins comme ça. Ils avaient le droit de faire le dessin qu'ils voulaient, aussi grand qu'ils voulaient, mais après il fallait qu'ils leur copient sur une affiche et qu'ils disent combien ça faisait de petits triangles. Et donc ils étaient obligés, là en dessous de l'affiche, d'écrire 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 3, plus 3, plus 6, plus 2, plus 2. Et avec des trucs beaucoup plus grands que ça. Et donc globalement ils groupaient les 6, ils groupaient les 3, ils groupaient les 2, et ils groupaient les 1, et puis voilà. Et ils en pouvaient plus. Et cette enseignante nous a dit, le jour où j'ai en cours normal introduit la multiplication, ça a été l'émeute en classe, tellement ils étaient heureux. Ils ont dit, c'est vrai, maîtresse, on a le droit d'écrire 5 fois 6, on a le droit, et de ne pas écrire 6 plus. Oui, vous avez le droit, c'est fait pour, c'est cadeau. Donc c'est vraiment, c'est un peu une caricature de ce que ces ateliers, en positif, ça n'arrive pas tous les jours, mais peuvent apporter. C'est-à-dire qu'ils avaient un besoin, et donc quand on leur ramène une solution, quand on leur ramène un outil, ils sont contents, parce qu'ils se rendent compte de ce à quoi ça sert. Oui, j'ai oublié sur les immeubles, dans les trucs rigolos, il y a des élèves qui n'en ont jamais assez, donc moi j'avais arrêté parce que ça y est, je trouvais qu'ils avaient déjà cherché puis qu'ils allaient peut-être en avoir assez. Il y a une élève qui n'en a pas du tout eu assez et qui a commencé à essayer de faire des pâtés de maison. Et donc à chercher les nombres avec lesquels on pouvait faire des pâtés de maison, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ça et ça et ça, et que tout ça soit bien rangé. Et donc ça veut dire que c'est un nombre qui est le résultat d'une multiplication d'au moins 3 nombres. Et bon, c'est une notion mathématique qui n'est pas forcément palpitante, mais en tout cas, elle s'était posé la question, ça l'avait passionnée, elle avait continué à chercher. Et je pense que c'est vraiment des choses intéressantes. Et en plus, quand on veut savoir combien il y en a dedans, hein, pour des plus petits même, hein, si je veux savoir combien il y a de petits carrés là-dedans, bah globalement, on invente la multiplication au passage, parce qu'on n'en peut plus, quoi. On sait que c'est 1, 2, 3, et 4, 5, 6. Ouais, non, moi je vais arrêter de compter, je sais que c'est encore 3, puis encore 3, donc ça incite à compter de 3 en 3, ça introduit des choses qui ressemblent à de la multiplication. Est-ce qu'on a oublié quelque chose de... Je pense qu'on a un bon résumé. On commence à être pas mal. Super.